Bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire signe si jamais vous voyez qu'il y a un petit souci, soit dans le partage d'écran, normalement vous devriez voir mon écran, ou dans le son. Voilà, on est à votre écoute et au sein de l'équipe, là, il y a une ou deux personnes qui peuvent vous aider le cas échéant. On est plus d'une trentaine, donc on va démarrer. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur la projection des prochains mois et comment mener ces projets de transformation en digital. Euh, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Denis Lemoine, et donc on va commencer par se présenter très rapidement, Denis et moi, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Afin de pouvoir vivre au mieux l'interaction, ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à poster vos questions dans les questions et réponses au fur et à mesure, vos réactions. Vraiment, n'hésitez pas, privilégions pouvoir être le plus fluide de cette voie-là tout au long du webinaire. Et donc, on sera ravis de pouvoir répondre à vos questions, à vos remarques tout au long des échanges. Donc, ravi d'être avec vous. Je m'appelle Mathieu Biera, je suis associé chez Balthazar et je travaille depuis plusieurs années maintenant sur le design et la mise en œuvre de projets de transformation, qui soient organisationnels, managériaux, que ce soit de nouveaux positionnements sur des marchés, des produits, etc. etc. Et bien sûr, depuis quelques mois, de manière très importante sur les problématiques digitales, donc comment mêler le physique et le distanciel au travers d'outils digitaux. Et dans ce cadre-là, on travaille beaucoup ensemble avec Denis, que je vais laisser se présenter. Denis, je te laisse peut-être dire quelques mots. Bonjour à tous, donc moi je suis Denis Lemoine, associé fondateur d'Exis. Je suis, en ce qui me concerne, un consultant en management spécialisé dans le domaine du management de l'innovation et également co-concepteur d'une plateforme digitale, une plateforme web qui s'appelle Exis Open Lab, que l'on vous présentera très rapidement aujourd'hui. Et du coup, habitué à accompagner mes clients dans des démarches d'intelligence collective augmentées par le digital. Pourquoi est-ce qu'on vous propose d'échanger aujourd'hui? Parce que on s'est dit que ce serait intéressant de partager à la fois quelques retours d'expérience et puis un certain nombre de choses qu'on a beaucoup entendues. On est tous dans une période un petit peu inédite et on a ensemble partagé plein de verbatim, de retours de nos clients, de nos partenaires, de notre écosystème. Voilà, et donc c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on souhaitait partager avec vous. Et encore une fois, n'hésitez pas dans les questions-réponses à partager vos commentaires, vos questions, etc. Quelques éléments autour des enjeux qui nous attendent pour mener au mieux nos projets de transformation digitale dans les mois qui viennent. Pour commencer, quelques éléments. Vous avez sans doute ces derniers mois vu ou entendu passer un certain nombre de données, de chiffres. Il y a deux choses sur lesquelles on voulait s'arrêter quelques instants. C'est que 77% des entreprises ont déclaré au magazine Fortune avoir accéléré leur transformation digitale. Alors, certains parlent même, dans certains secteurs d'activité, comme la mobilité ou le retail, avoir franchi un cap de transformation digitale qu'ils avaient positionné dans leur roadmap à 4, 5 ans, voire 6 ans pour certains. La deuxième chose, c'est 10%, un peu plus de dépenses supplémentaires en 2020 liées à la transformation digitale. Cette fois, donc, c'est Statista qui a recueilli cette information-là ces derniers mois. Et ça s'est traduit par un certain nombre d'éléments. Des dirigeants qui estiment qu'ils ont pu saisir des opportunités grâce au digital en interne ou avec leurs clients. Et à contrario, plein de contraintes aussi que l'on a sans doute de manière très large tous vécues. Justement, un petit florilège de ce que l'on a entendu avec Denis, avec les équipes ces derniers mois. Premier, c'est j'ai de nouveaux clients que je n'ai encore jamais vus, alors que notre ADN, c'est la proximité. Voilà, il y a tout un tas d'acteurs qui ne sont pas forcément leaders sur leur marché, mais qui se veulent référents par la qualité de la relation, par la qualité de l'apport de valeur du produit. Eh bien, ces clients-là, on en a plusieurs qui nous ont dit, mais en fait, c'est assez étonnant. On est censé pouvoir nourrir des liens très importants et on a besoin de travailler ensemble. Et cette proximité-là, on n'arrive pas à la jouer. Comment on fait? Deuxième type de retour, on a, alors cette fois-ci, choisi des choses liées au projet.
pour la suite. Donc le premier, on n'a pas mal à faire, on n'a pas de mal pardon, à faire le day-to-day, le quotidien, mais on n'arrive pas vraiment à faire avancer le projet. Associé à ça, on a beaucoup entendu le fait que sur les dimensions classiques d'un projet, hein, le coût, la qualité, on y arrive, on garde le contrôle, mais pour les délais, on est à la rue. Alors ça, on entend tous les jours, lié au fait, bien sûr, que le court terme est priorisé, que le quotidien est priorisé, mais aussi lié au fait que on a pu l'observer, les dynamiques de mise en œuvre ou de design de projets de transformation sont plus compliquées à tenir à distance, parce que la dynamique de travail en collectif est peut-être un petit peu plus complexe. Puis enfin, un dernier en cette fin d'année, je sens les équipes fatiguées, on a du mal à avancer de manière collaborative dans une dynamique collective porteuse. Et ça, c'est notamment important pour les prochains mois. Donc, c'est fort de tous ces éléments-là, ce type de retour. Voilà, on a voulu dresser un petit peu le panorama qu'on va avancer là dans les prochaines minutes autour d'éléments qu'on a vécus, qu'on a mis en œuvre ensemble et de quelques dimensions qui nous ont paru utiles. De manière assez concrète, pour mener nos projets de transformation à l'ère du digital, on a retenu 4 dimensions sur lesquelles on va partager un petit peu plus aujourd'hui. Volontairement, hein, c'est des choses assez pragmatiques et qui sont liées à des illustrations qu'on va montrer. On a voulu vous montrer la manière dont on a mené les choses, alors en s'appuyant certes sur un outil ou plusieurs outils, mais surtout signe d'une méthode, d'une approche qui est là pour faciliter, pour sécuriser le design et la mise en œuvre d'un certain nombre de transformations. Pour mener nos projets en mode digital, premier élément, un espace digital. Alors, vous voyez que le support que j'utilise là, effectivement, sur la plateforme OpenLab, ben, en fait, c'est un exemple d'illustration, mais le fait d'avoir un fil rouge, une unité de lieu, même si ce lieu-là est dématérialisé, on a observé hein, que ça permettait de gagner à la fois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on a la chance dans nos organisations, pour la plupart du temps, d'avoir des outils à notre disposition, que ce soit des solutions intégrées avec les suites bureautiques, hein, Microsoft, Google, etc., ou avec des solutions ad hoc pour mener des projets de transformation. Les moyens dont on dispose sont de plus en plus accessibles et adaptés à des pratiques collaboratives. La deuxième dimension, c'est le soin du storytelling. À l'heure où on échange, et le webinaire que l'on vit ensemble en est un symptôme, hein, on ne se voit plus. Et donc, pour créer du lien avec ces équipes, avec des gens avec lesquels on travaille en transverse, c'est assez délicat, assez compliqué dans la durée. Alors, au début, c'était plutôt aisé. Il y avait le sentiment d'urgence, la nécessité, le besoin de se réinventer, d'explorer un monde inconnu sous contrainte. Ce n'était pas du tout plaisant la plupart du temps, mais néanmoins, dans la mise en œuvre et dans le résultat, c'était quand même assez jouable. Aujourd'hui, on est dans un contexte dans lequel on est dans une seconde phase de confinement en France et en fin d'année, voilà, avec des équipes un peu plus fatiguées, un peu plus éprouvées, et puis avec le besoin de structurellement se projeter un petit peu différent. Cette projection, elle doit être montrée, marketée, projetée auprès des équipes. Et pour ça, on répond à 3 types de questions. Hein. Le pourquoi, le quoi et le comment d'une démarche de construction en commun d'un projet, que ce soit au travers d'un outil, d'une plateforme, de manière séquentielle dans le temps ou ramassée au contraire. Eh bien, le fait d'être très explicite sur la démarche que l'on entreprend et la valeur que l'on espère liée à l'effort que l'on attend des équipes devient fondamental. On ne les fait plus venir à nous physiquement à un endroit et donc à ce moment-là, on peut composer avec eux. Il faut acheter a priori leur adoption, leur implication, leur intérêt quelque part. Entre parenthèses, c'est valable également aujourd'hui hein, pour les milieux de travail. Le rapport à l'espace interroge beaucoup cela. La troisième dimension, c'est la structuration des projets. Quand on embarque un collectif dans le design ou dans la mise en œuvre d'un projet, hein, aujourd'hui, on fait les choses de manière assez collaborative et c'est une pratique très répandue. En revanche, on a posé une première question liée à cela. Hein. Quel est le ratio valeur ajoutée versus effort demandé quand on embarque un collectif dans une démarche comme celle-ci? Et la deuxième, qui est liée au storytelling, c'est la structuration de ce processus pour qu'il soit bénéfique, pour que le sortant crée de la valeur pour l'entreprise.
Et pour cela, nous, on a beaucoup affiné et travaillé autour de 3 grandes étapes qui sont assez simples à partager, vous le verrez. Premier temps, l'ouverture. Le second, le recentrage. Le troisième, la projection. Ouverture, la génération d'idées, la génération de débats, l'alimentation en éléments de fond, de contexte, d'inputs qui permettent de générer non seulement une idéation, mais aussi une élaboration autour de certains sujets la plus qualifiée possible, la plus fine possible, la plus pertinente in fine. Deuxième étape, le recentrage, c'est l'étape du choix. Et donc, on passe de la constitution d'un corpus et son challenge au travers d'une démarche de débat à sa transformation en projet concret, puisqu'on est là pour designer et mettre en œuvre des projets. Et puis enfin, l'étape de projection, c'est la mise en mouvement autour de ces éléments-là. Voilà, donc dans les minutes qui vont suivre, on va vous partager avec Denis quelques éléments qui sont liés à des expériences que l'on a faites en distanciel ces derniers mois et qui nous semblent pertinentes pour pouvoir vous faire réagir, vous questionner ou même partager vos retours d'expérience à vous. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le biais des questions-réponses. Enfin, on verra une petite partie en se tournant vers l'équipe projet, l'équipe cœur qui mène ce type de design ou de mise en œuvre de projets de transformation, en montrant quelques exemples de cockpits digitaux qu'on a mis en place dans différents cas, pour que vous puissiez aussi avoir un petit peu d'inspiration de ce point de vue-là. Alors voilà, juste après, je vais laisser la parole à Denis pour qu'il vous raconte un exemple de projet de co-construction avec un fil rouge digital. Et juste avant, je vois que Alain nous posait la question de savoir si le PowerPoint serait disponible ou non. Et effectivement, après notre session, on prendra soin de vous partager donc le support qui nous aura servi de fil rouge pour cet échange. Et puis, bien sûr, la liste et les tentatives de réponse, ou en tout cas de pistes, liées aux questions ou remarques que vous aurez pu nous faire tout au long de ce webinaire. À présent, donc, pour vous partager un cas lié à un projet de co-construction concret en mode digital, eh bien, je laisse la parole à Denis. Et pour cela, on a choisi de prendre un cas très concret de ces derniers mois qui s'est donc déroulé en période Covid. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous raconter cet exemple d'un de nos clients, qui est en fait une société qu'on appellera Enertrans, qui travaille dans le domaine de la transition énergétique, qui a la particularité d'avoir un ensemble de filiales en fait au niveau mondial et qui a l'habitude de faire tous les ans un exercice de projection stratégique qui implique en fait l'ensemble de ses 50 directeurs de filiales. Donc, ce qui s'est passé cette année dans le contexte du confinement, c'est que cet exercice qui reposait sur, dans un premier temps, des petits groupes présentiels de réflexion avec les managers, puis un séminaire final de synthèse du plan stratégique réunissant les 50 personnes, ce process-là a été mis à mal. Et donc, il a été décidé de faire un redesign finalement de ce process en tenant compte de l'utilisation de la plateforme digitale EGDIS Open Lab. Et ce redesign a été de dire, on va, au lieu des groupes de travail de réflexion en présentiel, on va faire une phase entièrement digitale d'exploration au sein de la communauté. Et puis ensuite, on va faire une phase de travail sur les plans d'action du plan stratégique, sachant que la particularité, c'est qu'on en a profité pour étendre la participation, on a profité de l'introduction de l'outil digital pour passer de la communauté des 50 directeurs de filiales à une communauté de 300 chefs de service et directeurs de filiales. Donc, en fait, on a finalement, les choses étant, on a fait un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'on a profité pour faire une démarche finalement plus ouverte et qui a donc permis à beaucoup plus de gens de s'exprimer et de travailler à la co-construction. Donc là, vous voyez une première page de la plateforme avec donc il y a des vidéos en français et en anglais du patron qui sont des vidéos introductives pour ce projet. Et puis, si tu descends, Mathieu, donc on a ensuite, descend jusqu'au challenge, voilà, en fait, on a les deux étapes du travail que vous voyez ici. Donc, une étape d'exploration, et puis à laquelle on va regarder d'abord, puis une étape de projection sur des actions du plan stratégique. Donc, si tu veux bien, Mathieu, nous montrer l'étape d'exploration. Donc, l'étape d'exploration, donc là, on est sur une autre page de la plateforme. Tu peux descendre jusqu'au débat. En fait, voilà.
ça se déroule comment? Ça se déroule avec un outil simple qui sont des forums de discussion, en fait, hein, multiples. Vous voyez ici sur sur l'ensemble des petites vignettes qui sont au côté gauche de l'écran, qu'on a classé un certain nombre de questions par thème. Donc, en l'occurrence, un thème stratégie. Et là, pour prendre l'exemple du premier débat, on interroge les participants sur, à leur avis, quels sont les impacts long terme à prévoir sur le secteur de l'énergie du Covid. On leur pose des questions de résilience. Et puis, on a des questions également de projection de vision et de mission. Donc, ça permet, Mathieu, si tu veux bien nous montrer le contenu du débat. Voilà, donc là, on est sur un forum classique. Hein, vous voyez, donc là, c'est le forum, on a choisi le forum résilience, comment faire en sorte d'amener plus de résilience à nos activités. Eh bien, donc, ça permet à l'ensemble des participants de s'exprimer sous forme écrite, donc avec un gros avantage par rapport aux réunions de réflexion, c'est que tout ça, finalement, tout ce travail a une trace écrite, c'est que les personnes font l'effort finalement, au travers de l'écrit, de clarifier leurs idées, leurs propositions, etc. Et qu'ensuite, on a la possibilité, évidemment, par différents outils que là, je ne peux pas trop vous montrer aujourd'hui, de faire une synthèse efficace de tout ce contenu qualitatif qui est recueilli par éventuellement, donc là, on avait, je crois, on n'a pas eu 300 participants effectifs qui ont mis des commentaires, mais par rapport à la communauté de 300 personnes mobilisées, on a eu plus de 100 personnes qui ont mis des commentaires. Donc vraiment, une matière très riche qui ensuite peut être exploitée sous forme de verbatim, classée, etc. Enfin, vraiment un travail d'exploration, d'une certaine manière, très riche. Et si on devait se projeter sur l'avenir, c'est-à-dire se dire peut-être qu'un jour, le Covid étant passé, on reprendra des événements présentiels, de toute façon, un des retours d'expérience du client, c'était de dire, oui, même si on reprend nos événements présentiels avec les directeurs de filiales, on pense qu'il continuera à être intéressant de solliciter les 300 personnes pour recueillir tous ces inputs. Voilà. Donc ça, c'est la phase. Pardon ? Par rapport à cela, Denis, justement, je voulais partager un retour d'expérience qu'on se faisait ensemble en préparant cet échange. C'est le fait que finalement, un des avantages que l'on a à adopter, alors un outil ou un autre, hein, mais en tout cas une interface unique, c'est que du point de vue de l'équipe projet, je me place vraiment de la part à la place de l'équipe qui est un peu architecte, on va dire, d'un projet de co-construction comme celui-là, elle a tout au même endroit. Et donc, en fonction des environnements, l'interface peut varier, bien sûr, mais le fait que dans des modalités synchrones ou asynchrones et dans le temps, il y ait un fil rouge pour l'utilisateur, c'est aussi du coup valable pour l'équipe projet elle-même qui a un knowledge structuré et centralisé pour pouvoir travailler et avancer à chacune des étapes. Je crois qu'il y a aussi une question sur le temps que prend la participation au challenge. Donc, en fait, il est vrai que vous vous imaginez rédigeant ce commentaire, forcément, si une personne participe à tous les forums, forcément, ça lui prend un petit temps de rédaction. Maintenant, c'est vrai que on va dire que les personnes qui n'étaient pas prévues dans les événements présentiels, eux, ça leur prend un temps en plus. Maintenant, on peut considérer que l'échange qui s'établit au travers de ces forums, ainsi que la visibilité qui est donnée à tous ces participants sur, on va le voir par la suite, le résultat du plan d'action, d'une certaine manière, va être un gain de temps énorme en matière d'efficacité pour ensuite l'application de ce plan stratégique, puisque cette notion de co-construction à plusieurs, je pense que beaucoup de nos clients aujourd'hui sont en train de vraiment envisager ces exercices stratégiques en extension par rapport simplement à une participation top management. Peut-être que tu peux passer donc, à la suite. Donc là, rapidement, il faut comprendre qu'une fois que cette étape d'exploration est passée, je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais bien sûr, on a toujours une équipe projet au niveau corporate qui anime les choses et qui fait des synthèses, parce que c'était le cas dans le fonctionnement pur présentiel, c'est toujours le cas dans le fonctionnement digital. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de tout ce travail d'exploration, l'équipe projet, donc, en l'occurrence, a proposé un certain nombre de fiches actions qui apparaissent sur l'outil
sous forme de ce mur d'actions hein, que vous voyez. Hein. C'est-à-dire que là, on a une cinquantaine d'actions qui ont été choisies. Et ce que vous voyez, c'est que ces actions, elles sont classées par thématique. Ça, c'est les petits pictos que vous voyez apparaître sur les images. Et puis, également, l'exercice communautaire a consisté à voter, enfin, en tout cas, à faire une priorisation d'actions vue des participants, ainsi qu'on le verra par la suite de faire des évaluations. Donc là, sachant qu'évidemment, il est très simple de voter simplement, comme vient de le faire Mathieu, sur cette page. Donc là, cette page, elle permet pour un participant d'embrasser finalement la totalité des actions qui sont proposées. Elle lui permet éventuellement de filtrer. Hein. Il y a des filtres, on ne va pas le faire, mais il y a des filtres de recherche qui lui permettent de cibler sur les sujets qui l'intéressent. Et elle lui permet potentiellement d'aller ajouter sa contribution via des commentaires. Peut-être que tu peux nous montrer maintenant une fiche. Voilà, donc là, on voit une fiche hein, qui est assez simple. Hein. Donc là, où ils se sont dit qu'il était nécessaire qu'ils fassent toute une étude de marché nouvelle sur le marché des éoliennes onshore, voilà, en l'occurrence. Donc là, le point, c'est que cette action-là, elle va être priorisée via les votes. Et également, donc, on peut regarder le fil de commentaires, Mathieu, si tu veux bien. Voilà, de nouveau là, on a par idée ou par action prévue, on a de nouveau un fil de commentaires qui permet à chacun de s'exprimer et, une fois de plus, éventuellement, de venir donc apporter des opinions ou des compléments à l'idée. C'est-à-dire que ça, c'est un des principes forts de collaboratif, c'est que éventuellement, enfin, on a un auteur qui est un porteur de l'action, qui peut d'ailleurs, à qui on peut associer une équipe, et puis ensuite, toute la communauté vient elle-même à la fois prendre connaissance du plan d'action et finalement apporter sa contribution. Et donc ça, c'est un des éléments en plus, hein, donc on a partiellement en présentiel, mais que là, on permet d'exprimer de manière forte au travers de l'outil. Voilà, donc ça, c'est vraiment un petit survol que je voulais vous dire. Hein, et si je voulais conclure, je conclurai par le retour d'expérience qu'a fait notre client à l'issue de l'exercice, donc qui était, comme je vous l'ai expliqué au début, un peu un exercice forcé dans le contexte Covid. Mais ce qu'a dit notre client à l'issue de ça, c'est que finalement, il se disait que pour l'exercice de l'année prochaine, il allait réfléchir à un exercice, certes, qui restaurerait le présentiel, mais qui continuerait à combiner ces événements présentiels avec l'utilisation de la plateforme, on va dire en préparation déjà des différents événements présentiels, et puis en extension, puisque, comme je vous l'ai expliqué, l'idée, c'est de continuer à faire participer la communauté de 300 personnes, que là, il n'envisage pas de faire participer en présentiel compte tenu de la dispersion de toutes ces personnes dans le monde entier. Merci Denis pour ce survol. Et c'est vrai que, en fait, en préparant ce thème, plutôt que d'être théorique en vous partageant uniquement des principes, on se disait que partager un exemple illustré comme ça permet aussi de mettre le doigt sur une chose. C'est que bien souvent, on arrive à s'accorder en termes de méthodologie. Et on arrive à se dire, oui, bien sûr que dans l'intention et dans l'idée, il faudrait pouvoir avoir, et je rebondis sur l'une des questions qui nous a été posée, hein, est-ce qu'un outil digital de plus permet de créer plus de liens entre les gens? Effectivement, en fait, il faut pouvoir avoir un guide, un fil rouge facilitant, mais d'un autre côté, en fait, in fine, avec quoi on le fait et quelle va être l'expérience réelle des équipes au contact de ce projet, de cette équipe. L'outil ne permet pas forcément de créer plus de liens. Il permet, j'espère que l'exemple qu'on vous a partagé vous l'a montré, hein, mais c'est en fait l'objectif, il est bien sûr de pouvoir tenir une promesse que bien souvent avec notre casquette conseil, on adresse très largement, qui est de dire, de manière massive, on sait mobiliser vos équipes et leur demander leur avis, leur input de manière qualitative, construite, structurée pour in fine élaborer un objet qui bénéficie de l'expertise et de l'expérience du plus grand nombre. Dans la réalité, on a bien sûr besoin de toujours continuer à créer du lien, à faire du contact, et ce type ce ne sera jamais une réponse absolue par rapport à ça. En revanche, le fait de pouvoir se servir de ce type d'éléments pour créer une sorte de démarche augmentée, ça nous semble clé. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un certain nombre d'applis digitales
dans le B2C, hein, qui permet de faire beaucoup de choses dans la captation du feedback des consommateurs, par exemple. Hein. En fait, ce sont des leviers facilitants qui permettent de tenir des promesses de manière beaucoup plus qualitative qu'auparavant. Le Covid nous l'a montré, hein, on est capable de mener maintenant des démarches d'élaboration à très grand nombre. Est-ce que ça vient remplacer le fait de se voir de manière régulière? Bien sûr que non. Je rebondis sur une question hein, très concrète, parce qu'il y en a même deux. Donc la première de Michel, un onglet suivre l'action apparaît. Est-ce lié à la phase suivante de projection? Alors, en fait, cette plateforme, elle permet de faire bien des choses. Elle peut être personnalisable en plusieurs étapes. Effectivement, il peut y avoir une phase de projection dans laquelle, une fois que les projets, les idées sont priorisés, sont structurés, proposés, choisis, stabilisés, et que dans le process d'élaboration de la co-construction, eh bien, il y a un objet qui est stabilisé. Dans sa mise en œuvre, il est possible, bien sûr, de partager soit les premiers éléments de prototypage, si c'est pertinent, et ou même la vie du projet en tant que tel. La partie suivre l'action, c'est là deux choses. Hein. À court terme, le fait de pouvoir être informé dans cette phase 2 de recentrage, hein, d'élaboration, de tout ce qu'il y a comme input, mais ça permet aussi d'être entre guillemets identifié pour pouvoir ensuite, si ce projet-là, si cette stream de travail est choisi, eh bien être dans les gens qui vont pouvoir suivre de manière privilégiée aussi, le cas échéant, un certain nombre de développements liés à ce projet. Tout cela nous ramène aussi quand même à un point hein, qui est de dire, in fine, ces démarches reposent sur l'articulation que l'équipe projet aura conçue en termes de méthode et qu'elle aura validée avec ses dirigeants, son COMEX, ses sponsors, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet tout simplement de ne pas être trop limité dans ce que l'on peut faire. Assez simplement, on peut mettre en œuvre un grand nombre de choses et le champ des possibles est donc ouvert. En revanche, ça ne remplacera jamais ce que Denis, moi, mais surtout un grand nombre d'entre vous êtes attachés à faire au quotidien, j'en suis certain, hein, c'est structurer des démarches intelligentes au sens utile et qui permettent d'élaborer ensemble un certain nombre de transformations. Voilà. Il est 14 heures, donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne encore un certain nombre de questions. Si vous voulez réagir, partager des retours d'expérience ou d'autres éléments. Et puis, dans tous les cas, vous renouvelez le fait qu'on vous partagera à l'issue de ces échanges, bien sûr, la présentation qui a servi de support. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez encore quelques remarques, quelques partages que vous souhaitez faire. Et puis, sinon, on va conclure notre échange qui était prévu jusqu'à 14 heures aujourd'hui. Je vois une dernière question qu'on n'a pas traitée, hein, assez concrète sur ce que l'on recommande, Denis, hein, sur le fait de restreindre les axes ou les thèmes d'un challenge ou de laisser les thèmes libres. Oui, je peux dire quelques mots là-dessus. Donc, c'est vrai que nous, en général, on recommande de structurer les thèmes a priori. Donc, j'allais dire qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une structuration trop détaillée. C'est intéressant d'avoir quelques axes de structuration parce que ça aide à la réflexion. Et ensuite, bien sûr, ça fait partie du boulot de l'animateur. Exactement comme dans un atelier présentiel, on va venir regrouper les post-it issus du brainstorming en thèmes. Ça fait partie du boulot de l'animateur que de faire apparaître des regroupements, des classifications en thématique, j'allais dire a posteriori cette fois, donc une fois la réflexion initiale, pour justement faciliter la compréhension et l'accès en fait à la base d'idées qui vont être générées. Donc je pense que ma réponse c'est un peu les deux, c'est-à-dire moi je préconise quand même de ne pas être complètement libre au départ, c'est-à-dire de guider un peu, mais quitte à ce que finalement on enrichisse petit à petit par des thématiques qui sortent de la réflexion. Formidable. Merci Denis pour cette réponse et j'en profite pour rebondir sur deux autres questions. Donc, une seconde de Michel qui disait comment est-ce que Balthazar et Egdis s'articulent. Alors, en fait, plus que s'articuler, on compose une équipe unique qui intervient sur un sujet. Voilà.
Donc en fait, la réponse, elle est vraiment de dire, en fait, on a une approche complètement intégrée. On partage la même vision, les mêmes valeurs, hein. Il y a une partie de l'ADN d'Egdis et de Balthazar qui sont assez communs, remontant aussi à nos racines respectives, hein. Et donc, en fait, on a une facilité assez immédiate aussi, hein, à être non pas articulé, mais plutôt à intégrer dans nos démarches de travail. Et donc, quand on travaille avec des partenaires, avec des clients, sur des sujets ouverts, sur des missions, etc., en fait, c'est une équipe à un moment donné qui se constitue avec les bonnes compétences pour pouvoir mener un projet de transformation en digital comme ça. Et donc, Sophie, hein, qui nous pose une question aussi de comment est-ce qu'on relève le défi d'une animation mixte avec des personnes en salle et des personnes à distance. Alors, je vous donne un exemple qui ne date pas de très longtemps, puisqu'il s'agit de ces 3-4 derniers jours. À titre personnel, je suis également responsable d'un master à ECP Business School, dans lequel, ces derniers jours, j'ai eu la chance de proposer à mes étudiants de co-construire le plan stratégique d'une banque privée. Et donc, pour ce faire, donc on a utilisé un support digital, hein, tel qu'on vient de vous le partager avec Denis. Mais en fait, pour gérer les gens en physique et à distance, il y a une chose qui est celle de l'expérience immédiate. Et donc, pour ça, il y a bien sûr le software, hein, donc la plateforme, pourquoi pas, mais il y a aussi le hardware. Et donc, on est doté d'outils, de devices, hein, comme le téléphone, mais cette fois-ci pour d'autres éléments tels que la voix, la vidéo, qui permettent d'avoir une expérience immersive. Et en fait, on se rend compte, hein, que c'est loin d'être un gimmick, mais que quand vous avez quelqu'un qui est capable de parler à la personne qui est en face de lui et que les gens à distance connectés entendent de la même manière où qu'ils soient dans la salle, ça fait vraiment la différence par rapport à une démarche dans laquelle il faut que chacun prenne un micro ou se rapproche d'un ordinateur ou d'un centre dédié, etc., pour la distance. Donc je dirais que là-dessus, aujourd'hui, il y a des solutions technologiques très abouties que l'on est en capacité d'utiliser de manière ponctuelle ou régulière, qui viennent gommer un peu cette frontière-là. C'est la première dimension. La deuxième, c'est que dans les modalités d'animation, il faut prendre soin d'être explicite sur la prise en compte des gens qui sont à distance comme ceux qui sont là physiquement. Donc là, c'est aussi le travail de l'animateur, hein, et du modérateur, du facilitateur, ça dépend du type d'atelier, que de pouvoir aller interpeller les personnes qui sont à distance, articuler la dynamique d'échange, etc. Et enfin, on a une autre question, et je me permettrai de conclure là-dessus, qui nous dit, mais finalement, où est ce côté hybride physique et digital dans cette conduite de réflexion stratégique? En fait, la réponse, elle est toute simple. Elle est dans le fait que l'outil, par exemple, de génération de débats que l'on a vu tout à l'heure, il est utilisable en asynchrone, purement à distance, chacun devant la plateforme, mais aussi en synchrone. Il y a une option qui permet de transformer l'interface en interface live que l'on peut utiliser en atelier, y compris en mode physique. Voilà. Et donc, encore une fois, on retrouve cette notion d'unité de lieu, même digitale. Le fait de pouvoir, sur la même page, proposer à des gens de réagir en asynchrone après une journée de boulot ou entre midi et deux parce que tiens, j'ai une bonne idée, je vais la poser, ou on est en réunion et tiens, ça me fait penser que, etc. Mais aussi utiliser cette même page en atelier avec un animateur, avec des gens en physique, voire en digital, et ben, encore une fois, là, on est sur une problématique où l'outil est là pour faciliter, simplifier et rendre les choses seamless quelque part. Voilà, on a un tout petit peu débordé. Pour ceux qui ont d'autres questions, n'hésitez pas, hein, ou qui souhaitent échanger, n'hésitez pas. On est bien sûr à votre disposition, Denis et moi-même. Et on a été ravis de pouvoir échanger avec vous. Merci pour toutes vos questions. Et puis, c'est un grand plaisir. On espère vous retrouver sans doute en début d'année 2021, en digital sans doute encore, hein, étant donné le contexte dans lequel nous sommes. Et puis peut-être avec certains clients, certains partenaires encore, pour construire ensemble des manières intelligentes de pouvoir avancer dans ces périodes dans lesquelles l'incertitude est très importante. Merci à tous Merci à et très tous. bonne journée.